Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire Enerfip dédié au financement mezzanine, bridge en mauvais français et corporate. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses connectés sur nos webinaires. La tradition, c'est quand même d'attendre quelques minutes parce qu'il y aura toujours inévitablement des retardataires. Donc, je vous propose de patienter 1 à 2 minutes simplement. Je vais couper mon micro, mais je reste là et je débuterai en suivant la présentation. Bien, on va commencer. Je vois que le nombre de connectés a augmenté. Nous sommes 32 présentement. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié au financement mezzanine, bridge et corporate. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'outil que vous avez sous les yeux, Livestorm, vous avez sur le côté droit un espace de questions que je vous invite à utiliser, bien évidemment, tout au long de la présentation. Vous verrez qu'il vous est possible de voter pour les questions qui vous paraissent pertinentes ou qui répondent à des questions que vous vous posez vous-même. Et ce système de vote fait remonter la question tout en haut. Et c'est mon acolyte qui m'accompagne aujourd'hui, Sébastien, qui s'occupera de faire apparaître les questions à l'écran, le tout rendant la présentation beaucoup plus interactive et ça sera beaucoup plus vivant qu'une présentation un peu monotone avec uniquement moi qui m'exprime. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en cours de présentation de poser vos questions. Voilà, ça dynamisera un tout petit peu les choses. Donc, je vous le disais, je suis accompagné de Sébastien Jam, qui est directeur financier et cofondateur d'Enerfip. Et pour ma part, je suis Julien Ostache, je suis directeur général et cofondateur également d'Enerfip. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Quelques mots, bien sûr, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. Nous avons créé la société en septembre 2014. Un mois avant la promulgation de la loi qui encadre notre activité, et nous avons obtenu l'agrément de l'autorité des marchés financiers en avril 2015, et la première collecte a été lancée en septembre 2015. Au rayon des informations structurantes pour nous, le Crédit Agricole Languedoc est entré très tôt dans notre histoire au capital de l'entreprise en janvier 2016 et détient aujourd'hui 25% du capital. Quelques chiffres pour que vous puissiez nous situer dans le paysage. Nous avons, en un peu plus de 5 ans d'activité, financé plus de 260 projets, ce qui représente plus de 84 millions d'euros collectés. Ça commence à être significatif. Et nous comptons une communauté de personnes inscrites et investisseurs qui est de plus de 25 000 personnes. Et cette communauté s'accroît de, en moyenne, 500 à 600 personnes de plus par mois. On est vraiment sur une croissance assez soutenue de notre activité. Enerfip est basé à Montpellier. Nous sommes 19 dans l'équipe. L'essentiel de l'équipe est basé ici à Montpellier et certains ont fait le choix de travailler à distance longue durée un peu de partout en France. Alors, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, avec Sébastien, nous nous sommes dit qu'il était utile de partager les mêmes termes et en tout cas le sens qu'il y a derrière ces termes-là. Donc, les dettes mezzanines, ce sont en fait les dettes additionnelles que l'on va mettre en œuvre lorsque un projet bénéficie déjà d'une dette bancaire. Et cette dette mezzanine, en général, vient financer une partie des fonds propres du porteur de projet. Les bridges, ce sont, comme leur nom l'indique, vraiment des liens que l'on va apporter en financement. Très souvent, ces bridges s'appliquent au moment où le projet a l'ensemble des autorisations pour être construit. Le porteur de projet souhaite
rapidement lancer cette construction et mettre en service, sauf que le temps bancaire n'est pas toujours corrélé avec le temps du projet et du porteur de projet, et un financement sur un court terme que l'on peut mettre en place sur la totalité de l'investissement, eh bien, est très utile pour pouvoir construire, mettre en service, et ensuite que la dette bancaire se mette en place et se substitue à cette dette en bridge. Alors là, je vous ai débrossé sur un cas court terme, mais on peut faire également des bridges sur des termes beaucoup plus longs. Et pour terminer, les financements corporate. Alors là, c'est malheureusement, vous le verrez, il y a beaucoup d'anglicismes, hein, et on a du mal à s'en défaire. C'est en fait les financements qui s'appliquent directement aux maisons mères ou bien à des entités de structures intermédiaires dans un groupe donné, où on ne va pas cibler forcément un ou quelques projets donnés, mais plutôt une dynamique de l'entreprise. Alors, pour justement ces financements qui sont un peu plus conventionnels et qui ne sont pas forcément historiques, hein, dans le secteur du financement participatif, qui, en ce qui nous concerne, a d'abord émergé sur la dimension intégration territoriale, acceptabilité, et puis projet lauréat creux. Nous avons à ce jour collecté un peu moins de 20 millions d'euros sur cette thématique, donc ça commence à être significatif. Nous avons réalisé 8 collectes, et un peu moins de 5000 investisseurs ont participé à ces investissements. Alors, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'exercice 2021, nous allons sans aucun doute collecter beaucoup plus que ces 17 millions d'euros historiques sur ces thèmes, et c'est aussi ce qui nous a amené à vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Les énergies que nous ciblons, alors là-dessus, c'est assez, je dirais, exhaustif dans notre approche. Ce peut être bien sûr des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens, mais aussi de l'hydro. On a financé de l'hydro sur un bridge court terme l'an dernier, de l'efficacité énergétique, où là, il y a des vrais besoins en tiers financement, évidemment, et beaucoup de solutions que l'on peut apporter dans ce secteur. Et dans la méthanisation également, où les besoins sont criants. On est sur une dynamique très forte de cette énergie aujourd'hui, avec des besoins capitalistiques conséquents. Et pour approcher au mieux, appréhender au mieux ce secteur, nous avons créé une JV avec Swen, un fonds d'investissement qui est spécialisé sur cette énergie, et la mise en commun de nos compétences et de nos capacités d'investissement nous permet d'appréhender et d'aborder de nombreux projets de méthanisation à différents degrés de maturité. Alors, si maintenant je vous fais un petit peu un déroulé de ce que nous avons pu financer, ce sont vraiment des exemples pour que vous puissiez raccrocher avec éventuellement les projets que vous pourriez porter en ce moment. Alors, en premier lieu, je souhaitais vous présenter Enersol, qui est un financement de 3 millions, un bridge sur construction que nous avons réalisé pour le groupe Amarenco l'an dernier, où là, il s'agissait de financer 6 serres photovoltaïques. Et on est vraiment dans ce cas de figure que je vous expliquais en tout début, en introduction de cette présentation, où Amarenco avait besoin de la mise à disposition des fonds très rapidement pour pouvoir construire et mettre en service, et ensuite d'avoir le temps de mettre en œuvre une dette bancaire usuelle. Et c'est exactement ce que nous avons mis en œuvre pour eux, avec les modalités que vous voyez, un taux d'intérêt de 7% et une maturité de 3 ans. On a fait le choix de prendre un petit peu large sur cette maturité, parce que les aléas du financement étant ce qu'ils sont, c'est toujours préférable de voir un peu plus loin, même si dans les faits, et on y reviendra éventuellement si vous le souhaitez, nous prévoyons toujours dans la documentation juridique la faculté pour le porteur de projet de rembourser en anticipation les lignes qu'il structure sur notre plateforme. Deuxième exemple, c'est un financement que nous avons réalisé. Alors, c'est un peu un financement corporate long terme sur développement. Alors, vous voyez, c'est un peu un mix de ce que je vous ai donné en introduction. C'est pour Éléments Participatifs. En fait, c'est le groupe Éléments, une belle entreprise de développement de projets ENR basée à Montpellier, où là, nous avons financé l'an dernier 2,5 millions. Alors là, vous avez juste l'encadré pour 1,5 million, puisqu'il y avait une tranche dédiée à un institutionnel. Et il s'agissait là de financer 11 projets qui sont vraiment en phase de développement, donc très en amont, avec tout le risque afférent à cette phase de développement, avec une ventilation projet hydro, projet éolien,
projet photovoltaïque. Et donc, nous avons financé un holding détenant l'ensemble des SPV concernés par ces projets. Et là-dessus, on est parti sur une maturité plus longue, comme vous le voyez, de 6 ans, avec un rendement servi de 5%. Et ce rendement est assorti d'une prime de non-conversion, puisque ce sont des obligations convertibles, comme vous pouvez le voir, une prime de non-conversion de 2% avec effet rétroactif, afin de servir un taux finalisé de 7% pour les investisseurs. Donc, vous notez, hein, on a fait cette collecte de 1,5 million en 4 jours seulement. Ça va très très vite et ça a même tendance à s'accélérer au fur et à mesure que le temps s'écoule. Troisième exemple, c'est celui-ci, hein, il est assez révélateur, c'est le projet Couplim, où là, il s'agissait de financer une dette mezzanine pour un projet en autoconsommation, projet photovoltaïque en autoconsommation. Donc là, c'était vraiment très spécifique et assez délicat à aborder sur une maturité imposée par l'équilibre économique du projet très longue, de 11 ans, avec un taux d'intérêt servi de 6%. Alors certes, le montant est beaucoup plus modeste, on est à 450 000 €, mais il n'empêche que nous avons aussi pu financer un projet sur cette typologie-là en à peine 4 semaines de collecte, donc ça va relativement vite compte tenu, je dirais, des éléments moins attractifs que pouvait proposer cette collecte. Dernier exemple, alors là c'est un peu la fierté, le fleuron d'Enerfip, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là c'était un court terme, un financement court terme en obligation simple pour financer une acquisition d'un actif photovoltaïque. Donc c'est aussi des choses que l'on peut faire par le biais de ces outils et c'est très intéressant parce que les acquisitions d'actifs ENR, ce sont souvent des courses de vitesse. Il faut être capable non seulement de se positionner, mais rapidement de présenter la capacité à acquérir. Et ça, c'est des solutions que nous pouvons apporter. Et donc, ce projet Saint-Gain, c'était une collecte de 2,4 millions avec une maturité de 1 an et un taux d'intérêt de 5,25%. Et nous avons réalisé cette collecte de 2,4 millions en 28 minutes. Alors, ça constitue, et de loin, le record de la plateforme. Et ça donne à voir aussi la force de frappe de notre communauté qui va en s'accroissant, comme je vous le disais en introduction. Et c'est vrai que lorsque vous avez plus de 25 000 personnes en mesure d'investir sur des collectes, eh bien, ça vous donne une force de frappe qui est significative et qui nous permet d'avoir un temps extrêmement réduit pour réunir la somme attendue. Je vois pas de questions. Très bien. Je continue. Alors, un petit zoom sur les modalités de ces collectes, parce que c'est forcément des questions que vous vous posez. Nous pouvons financer jusqu'à 100% du CAPEX du projet, donc la totalité de l'investissement. Ce sont des choses que nous faisons assez classiquement. On ne va pas forcément demander aux porteurs de projet d'apporter une partie en fonds propres. L'idée étant d'être vraiment un outil venant alléger justement cette charge en fonds propres, parce que plus vous développez de projets qui sont en eux-mêmes capitalistiques, plus vous avez des besoins qui sont conséquents. Donc si on peut venir alléger cette fraction-là pour vous, c'est un atout dans notre proposition. Sur les maturités, c'est très variable. On l'a vu au travers des 4 exemples que je viens de vous donner. On peut être sur du très court terme, 6 mois, et ça peut être vraiment du long terme. On peut aller jusqu'à 15 ans. Donc ça va complètement dépendre de la typologie du financement, forcément, de la typologie du projet et également de la typologie du porteur de projet. Donc, tout ça, ce sont des co-constructions qu'on effectue avec vous en amont quand vous nous faites part de vos besoins. Eh bien, nous vous faisons en conséquence des propositions tenant compte de ce qui se pratique sur le marché, de ce qui a le plus de chances de fonctionner en termes d'offres auprès des épargnants et de ce qui maintient l'équilibre économique et la pérennité, bien sûr, de votre projet. Alors, il y a une personne a mis un élément sur le chat. Je vais y répondre. Alors, les collectes sont bouclées rapidement, mais quel est le délai moyen entre le moment où le porteur vous soumet un dossier et celui où il est mis en ligne? Alors, c'est une très bonne question et il y a une slide qui va arriver qui répondra très directement, donc je vous demande juste d'être un peu patient là-dessus.
Question, lorsque vous financez des projets en développement, que se passe-t-il si les projets n'aboutissent pas? Alors typiquement, prenons l'exemple de Éléments, où là, où il y avait ce pool de projets. Ce que nous sommes convenus avec Éléments, c'est qu'au gré du développement, et cette question le traduit très bien, il y a des aléas, hein, vous le savez aussi bien que moi, et donc ce que fait Éléments, c'est qu'il substitue, si un projet part à la casse, il le substitue avec un autre qu'il a dans son portefeuille. Ça permet de maintenir la valeur du portefeuille, évidemment, et de sécuriser, bien sûr, les souscripteurs. Sur les modalités, je poursuis. Donc, vous l'avez vu, des maturités très différentes, hein, en fonction de vos besoins, des taux d'intérêt qui sont variables, 4 à 7 et c'est fonction, bien sûr, du risque qui est associé, de la capacité économique, financière du projet. Donc, là aussi, ce sont des éléments qui sont très importants, très sensibles et que nous co-construisons avec vous. Nous sommes toujours inévitablement force de proposition à vos côtés pour définir tout cela, parce que c'est ce chemin de crête qu'il faut à chaque fois identifier. Question, y a-t-il un seuil minimum de CAPEX pour ce genre de financement, pour que ce genre de financement soit viable? Alors, j'anticipe un peu un élément de réponse qui va suivre, c'est que nous, Enerfip, nous n'intervenons pas sur ce type de financement pour des montants qui sont inférieurs à 500 000 €, parce que les frais de structuration étant ce qu'ils sont, ça ne serait pas viable en deçà. Donc ça répond, je pense, un peu à cette question. C'est vraiment ce seuil-là de 500 000 € qu'il vous faut avoir à l'esprit. Et donc, ça engendre derrière une dimension minimum de votre projet. Sachez, par rapport à cela, que vous pouvez évidemment complexer les projets entre eux et venir nous voir avec un portefeuille. C'est d'ailleurs toujours plus intéressant et plus sécurisant pour les souscripteurs que d'arriver et de pouvoir investir sur une pluralité de projets et non pas sur un seul. Sur les audits, alors là-dessus, sachez que nous ne réinventons pas la poudre, hein. Nous avons en interne les capacités pour auditer sur les aspects financiers, techniques, réglementaires, administratifs, comme tout organisme, hein, de notre secteur, bien évidemment. On a eu, au travers d'un agrément Crédit Agricole SA que nous avons obtenu il y a maintenant 1 an et demi, un audit dispensé par Unifergie qui s'est porté sur l'ensemble de nos prestations, de nos processus et de nos procédures en interne. Et cet audit a permis de valider, aux yeux du groupe Crédit Agricole, hein, notre capacité à auditer en tant que tel les projets que nous présentons sur la plateforme. Donc c'est voilà, un deuxième regard qui permet de donner un peu du corps et de la matière à la qualité de ce que nous réalisons en termes d'audit chez Enerfip. Mais si finalement, même en remplaçant par de nouveaux projets, les projets en développement n'aboutissent pas au terme du financement, que se passe-t-il? L'emprunteur est toujours obligé d'honorer son engagement à la fois en termes d'intérêt et de remboursement du capital initialement investi. C'est aussi pour ça que nous prévoyons dans la documentation juridique, comme je le disais, la faculté pour l'emprunteur de rembourser en anticipation la dette obligataire qu'il peut avoir sur Enerfip. Ça permet de, je dirais, stopper l'hémorragie dès que possible pour éviter de se retrouver dans une situation complexe. Mais hormis l'engagement qu'il y a du développeur à honorer son à minima le remboursement et le paiement des intérêts qui sont dus, et cette faculté éventuellement de substituer des projets qui sont à la casse dans cette phase de développement, eh bien, le risque, c'est ce que l'on dit toujours aux investisseurs, il est existant, il est prégnant, et c'est aussi pour cela que les taux d'intérêt, vous le voyez, hein, sont variables de 4 à 7 % parce que eh bien, voilà, cette notion de risque est très variable selon les cas de figure et selon la maturité des actifs que l'on va financer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, l'audit est fait en interne chez Enerfip. Question, pas d'auditeur externe demandé. Alors, en général, dans l'immense majorité des cas, effectivement, ces audits se font en interne. Les seuls moments où on intervient avec des auditeurs externes, ce sont sur les énergies où on est un peu moins expérimenté.
de par nos parcours, c'est essentiellement en fait la méthanisation. Vous savez, hein, c'est une énergie qui est délicate, où les paramètres sont nombreux et complexes. Et c'est aussi pour ça que cette association avec le fonds d'investissement Swen nous paraît extrêmement pertinent parce qu'eux ont cette compétence, cette expérience-là. Et ils effectuent par ailleurs eux-mêmes des audits et ils font appel à parfois des experts extérieurs. Et donc, ça nous permet de nous appuyer sur ces compétences-là qui viennent compléter celles que nous avons en interne. Dernière question, est-ce que le développeur doit mettre en place une caution vous garantissant le remboursement? Alors, ça c'est... pardon, je lis une autre question que celle qui apparaît. Est-ce que les projets de cogénération issus de biogaz ou des cogénérations de type C16 sont éligibles? Oui, ils le sont tout à fait. On n'a pas de... Comment dire, on n'a pas de religion absolue, hein, on est extrêmement ouvert aux différents types de projets, pour peu que ce soit bien sûr dans notre secteur, transition énergétique, énergie renouvelable. Ensuite, c'est vraiment l'audit qui va faire foi quant à la validité, à nos yeux, de ce projet et à la pertinence de le présenter aux souscripteurs. On a un taux quand même de refus qui est significatif, et c'est normal, on n'est pas un Le Bon Coin des énergies renouvelables, et donc il nous faut être exigeants et pointilleux sur les projets que nous présentons aux investisseurs. Donc voilà, c'est la question que j'avais anticipée. Est-ce que le développeur doit mettre en place une caution vous garantissant le remboursement? C'est dans l'idéal ce que l'on fait. Oui, c'est arrivé, ça arrive de temps en temps. C'est vraiment l'idéal, surtout quand on est sur des projets, parce que c'est un peu la conséquence des questions préalables, hein, des projets qui sont en développement avec les risques qui sont associés. Lorsqu'on peut mettre en place une garantie financière, en général, nous mettons en place ce qu'on appelle une GAPD, une garantie à première demande, qui est un engagement, en général de la maison mère, à se substituer à l'emprunteur du groupe en cas de défaut de celui-ci ou d'incapacité à honorer ses engagements. Voilà. Je continue. Sur les sûretés, justement, alors on vient d'en parler, hein, mais pour compléter, en général, nous sommes sur des financements qui se mettent en œuvre avec des obligations convertibles en actions. C'est une sûreté qui a le mérite de ne pas être trop exigeante, de ne pas être lourde à mettre en œuvre, et qui reste quand même, selon les cas de figure, mais en général, tout à fait satisfaisante à nos yeux pour protéger les intérêts des souscripteurs. Quand on est sur, pour des raisons X ou Y, une volonté absolue de l'emprunteur de rester sur des obligations simples, et bien dans ce cas-là, on met en œuvre, comme le fait une banque, ni plus ni moins, un nantissement des parts du SPV ou de la société emprunteuse. Et dans l'idéal, c'est ce que je viens de dire, nous mettons en œuvre une garantie financière à première demande. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a assez rapidement observé que lorsqu'on intervenait sur ce type de financement, il était souvent utile pour les porteurs de projets d'avoir un accompagnement également sur le financement bancaire. Alors, pourquoi? D'abord parce que, de par ce que je vous ai un petit peu brossé rapidement, nous avons un tropisme assez fort avec le groupe Crédit Agricole qui est assez présent, voire très présent dans le secteur des énergies renouvelables, et ce tropisme nous permet d'être à même d'ouvrir certaines portes et de mettre en relation avec les bonnes entités et les bonnes personnes en vue de mettre en place un financement bancaire. Mais ce faisant, c'est aussi l'occasion pour nous de maîtriser eh bien, ce refinancement bancaire, puisqu'il a vocation, comme j'expliquais souvent, à venir se substituer à la dette contractée auprès de nos investisseurs. Et donc, ça nous permet de, quelque part, de rassurer un peu tout le monde si nous sommes mandatés par le porteur de projet sur l'obtention de cette dette bancaire pour le projet. Je continue. Sur les structurations juridiques, alors sachez que, évidemment, et c'est en général plutôt très rassurant pour vous, les porteurs de projet, nous nous occupons de la production de l'ensemble de la documentation juridique. C'est une évidence, bien sûr, mais c'est en tout cas extrêmement important. Notre expérience aujourd'hui nous permet de maîtriser extrêmement bien cette dimension qui est centrale lorsqu'on vient financer un projet et émettre des obligations simples ou convertibles. Donc ça, c'est complètement inclus dans notre prestation. Tout comme est inclus ce qui arrive assez fréquemment sur le financement des projets, c'est-à-dire la subordination
avec l'organisme bancaire qui finance le projet. Lorsqu'il y a une dette mezzanine, la banque va exiger que nous mettions en place une hiérarchisation des dettes, puisque si l'on ne fait rien, il y a un système de pari passu, c'est-à-dire la dette obligataire contractée auprès des citoyens est de même rang que la dette bancaire. Et ça, c'est un problème pour les banques, puisque en cas de défaut, elles préfèrent, et de loin, être remboursées en premier lieu, même si, bien sûr, c'est l'État d'abord qui est servi, mais ensuite la banque. Et donc, pour organiser cette hiérarchisation, nous signons des conventions de subordination pour mettre en rang junior par rapport à la dette bancaire, la dette contractée auprès des citoyens. Pour le faire, c'est extrêmement simple. Nous sommes de facto dans la documentation juridique de la collecte nommé représentant de la masse des obligataires. C'est un statut juridique qui nous donne le quitus pour pouvoir nous engager au nom de l'ensemble des souscripteurs sur une convention de subordination de ce type. Il y a peut-être des questions à cet endroit-là, ou est-ce que je continue? Si. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous réexpliquer le principe de votre partenariat avec le fonds Swen? Oui, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, nous avons créé une société conjointe, une JV. Là aussi, c'est encore un anglicisme, désolé. Et donc, c'est cette JV qui propose des financements en obligations convertibles sur des projets de méthanisation qui ont besoin de financement plutôt court-moyen terme, permettant leur construction, leur mise en service, etc. Et donc, dans cette société conjointe avec Swen, chaque partie, Enerfip et Swen, apporte 50% des fonds nécessaires à chaque projet identifié. L'investissement participatif est-il exclusivement réservé aux personnes physiques? Non, il est ouvert aussi aux personnes morales, sauf s'il y a une demande expresse de l'emprunteur, évidemment, mais ça n'arrive jamais. Donc, il est aussi ouvert aux personnes morales, donc aussi bien des holdings personnels, des SCI, mais aussi quelques sociétés institutionnelles qui souhaitent placer quelques lignes sur des lignes telles que ce que l'on propose sur Enerfip. Donc, on a vraiment un champ des possibles très vaste sur la thématique des investisseurs. Est-ce que le partenariat avec le groupe Crédit Agricole est exclusif? Peut-on emprunter post-financement participatif avec nos banques habituelles? Oui, bien sûr. On n'a pas de partenariat exclusif avec le groupe Crédit Agricole, absolument pas. On peut travailler avec absolument toutes les banques, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Et pour ce qui est du porteur de projet, vous avez toute latitude pour vous faire financer auprès de qui vous voulez. Il n'y a aucune exigence de notre côté. On s'adapte de toute façon à chaque situation. Et depuis plus de 5 ans maintenant, sur les 260 projets que nous avons financés, je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif de l'ensemble des acteurs bancaires et ça se passe très bien dans tous les cas de figure. Quel est le taux de défaut de votre portefeuille de projets depuis 2015, à la fois en pourcentage du nombre de projets et en pourcentage des montants globaux levés? Alors, je ne vais pas être super précis, parce que je ne l'ai pas forcément de tête, mais vous avez une page dédiée à cela sur notre site internet. Je précise d'ailleurs au passage que c'est une obligation légale qui s'impose à l'ensemble des plateformes. Toutes ne jouent pas le jeu, mais nous, en tout cas, on le fait. Et vous pouvez aller voir ça sur notre site internet. Vous avez tout en bas, je crois que c'est sur statistiques. Et là, vous aurez le chiffre précis. Mais je vais vous répondre, oui, on a eu un défaut depuis 2015. Et en pourcentage des montants levés, je pense qu'on doit être à, si je ne dis pas de bêtises, je dirais 1,2. Mais c'est à préciser, non, c'est moins que ça, parce que je raconte 0,4. Bref, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais vous aurez le taux précis sur cette page statistique qui, elle, est à jour et est tenue en temps réel. Ce sera bien mieux que mes calculs de tête. Je continue sur la structuration juridique. Donc, peuvent emprunter par le biais de ces différents financements, mezzanine, court terme et autres, soit les SPV, c'est en général ce que l'on observe, mais ça peut être aussi des holdco. Je renvoie à l'exemple que je vous ai cité sur Élément, où là c'était une holding, une holdco détenant plusieurs SPV, mais aussi des maisons mères, où là on va être
dans l'immense majorité des cas, sur des financements dits corporate, où on va plus financer une dynamique de l'entreprise, plus que voilà, des projets précisément ciblés. Alors, sur les délais, il y a eu la question tout à l'heure, donc voilà, comme je le disais, je vais y répondre par le biais de cette page. Donc, déjà, on dissocie les projets en 3 phases, la phase pré-collecte, la phase collecte et la phase post-collecte. Sur les projets de ce type-là, mezza, court terme, corporate, il y a, dans l'immense majorité des cas, une notion de rapidité qui nous est demandée. Et c'est pour ça que vous allez le voir, c'est assez contracté dans le temps. D'abord, prenons un peu large, on est sur 2 semaines de discussion contractuelle avec vous, porteur de projet. S'ensuivent 2 semaines de préparation sur le plan juridique, bien sûr, finaliser la doc, et sur le plan de vue de la communication, on prend soin d'avoir toujours une page projet qui est exhaustive, qui soit agréable à lire, évidemment, c'est des notions qu'il ne faut pas mettre de côté. Et donc ça, c'est un vrai travail. Et évidemment, dans ce temps de préparation, il y a aussi toute la partie audit dont je parlais tout à l'heure. Sur la phase qui suit, la phase collecte, alors je vous ai donné dans les exemples transmis un peu plus haut, quelques notions de durée. Ça va en général très très vite, quelques heures, quelques jours, donc j'ai mis 1 semaine. C'est un peu un temps moyen pour ce type de collecte. Et la phase post-collecte, qui prend environ 2 semaines, là aussi. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'il y a ce temps de recouvrement, c'est-à-dire que les gens qui investissent par virement ont, au titre de nos conditions générales d'utilisation, un délai de 8 jours ouvrés pour réaliser leur virement. Vous le savez, hein, quand on veut faire un virement, ce n'est pas immédiat. Il faut rentrer d'abord le bénéficiaire de ce virement, qu'il soit validé, et qu'ensuite vous fassiez le virement, et lui-même, le transfert des fonds va prendre quelques jours. Donc, il y a ces 8 jours-là qui sont plutôt incompressibles et qui font qu'on prévoit bien 2 semaines pour la clôture. Il y a également, mais ça c'est un peu en temps masqué, la documentation juridique de clôture que nous réalisons, là aussi, pour votre compte, et qu'il vous suffit de signer le moment venu. Donc, en tout et pour tout, comptez pour un projet à financer sur notre plateforme, comptez en gros, vraiment en prenant un peu de marge, 2 mois, entre le moment où vous faites appel à nous et le moment où vous avez l'argent sur le compte de votre projet. Donc, c'est plutôt condensé, ça va plutôt vite. Évidemment, on peut aller encore plus vite si voilà, on est rapide dans la dimension contractuelle ensemble. Et si on est sur une collecte de quelques heures avec un recouvrement qui se passe super bien derrière, ça peut aller encore bien plus vite que ça. Mais voilà, en vous donnant 2 mois, je ne vous fais pas de promesses de Gascon. Bonjour, intervenez-vous aujourd'hui dans des fonds d'investissement régionaux type OSE? Si oui, de quelle manière et quel est votre rapport concret à ces structures? Alors, nous n'intervenons pas dans ces fonds. Non, ce n'est pas du tout notre vocation. En revanche, il nous arrive de co-investir aux côtés de ces fonds, puisque des acteurs du territoire d'un fonds comme OSE font appel à ces entités parapubliques pour investir sur leurs projets et ont besoin, en général, souvent, pour des questions d'exigence de la CRE, dont ils sont lauréats, d'un financement également auprès des citoyens. Donc, on n'investit jamais dans des fonds comme OSE, mais on peut être amené à investir à leur côté. Je continue. Sur la tarification, c'est sans doute une question qui vous intéresse au premier chef. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pas de collecte en dessous de 500 000 €. Ça, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit. Et sur les honoraires, en fait, on fonctionne par tranche en fonction des montants à collecter, ce qui est assez logique. Donc, vous avez le descriptif, la grille tarifaire qui est au milieu, là, sous vos yeux. Entre 500 000 et 1 million d'euros, on va facturer 2,5% hors taxe d'honoraires sur le montant collecté, et nous facturons annuellement 0,3% de frais de gestion sur le CRD. Le CRD, c'est l'acronyme du capital restant dû, puisque en fonction des cas de figure, vous pouvez, selon la longueur, bien sûr, de la maturité de l'obligation, être sur soit un remboursement in fine du capital, soit un amortissement
de ce remboursement. Et donc, on est sur cette facturation de 0,3% sur le CRD. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, évidemment, plus le montant de la collecte augmente et plus les honoraires que nous vous proposons diminuent. Et on va jusqu'à 1,5% d'honoraires hors taxe entre 4 millions et 8 millions d'euros, avec toujours ces frais de gestion de 0,3% sur le CRD. Alors, pourquoi ces frais de gestion, ils sont annuels? Oui, ils sont bien annuels. Pourquoi ces frais de gestion? Voilà, la question apparaît. Pourquoi ces frais de gestion, pardon? Eh bien, il faut bien avoir à l'esprit que notre travail ne s'arrête absolument pas au moment où on a versé les fonds sur votre compte et que vous pouvez en disposer. Nous avons non seulement une démarche auprès des investisseurs, puisqu'on va prélever les sommes qui leur sont dues sur le compte de l'émetteur des titres et verser ce qui est dû à chacun sur leur compte Energip, ça paraît assez logique, mais on va également, ce faisant, produire les imprimés fiscaux uniques afférents, les faire parvenir au service des impôts, de sorte que chaque souscripteur reçoive une déclaration fiscale pré-remplie avec les données de ce qui correspond à ce qu'il a touché. Donc, il y a une machinerie derrière qui est, vous vous en doutez, assez conséquente. Et s'ajoute à tout ça le fait que depuis le 1er janvier de cette année, nous sommes établissement payeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour vous, les porteurs de projets, c'est qu'en fait, là où avant nous prélevions uniquement le net, et c'était à vous de faire la déclaration fiscale au service des impôts et à leur faire parvenir les montants relatifs à ce prélèvement à la source, eh bien maintenant, on prélève le brut sur votre compte, on s'occupe de la déclaration fiscale en remplissant le CERFA 2777 SD qu'on fait parvenir au service des impôts, et nous versons à ce même service des impôts eh bien, les fonds relatifs à cette fraction fiscale, et ensuite nous dispatchons le net. Donc, toute cette machinerie, tout ce travail, évidemment, c'est, vous en doutez, du temps, des moyens. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait une facturation annuelle sur cela. Mais il faut avoir à l'esprit que c'est d'autant moins de traitement, parfois un peu chronophage, pour vous et éventuellement le service comptabilité de votre entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment dans notre approche l'idée de vous apporter un clé en main absolu en termes de service. Donc voilà, tout ça est vraiment inclus, comme c'est écrit sous vos yeux, dans notre prestation et dans les tarifs que vous avez sous les yeux. En optionnel, vous pouvez aussi nous solliciter pour tout ce qui est tenue de registre, puisque vous êtes normalement obligé d'avoir un registre des obligataires pour l'ensemble de vos collectes et de vos émissions. Tout comme, si vous êtes sur des collectes en action, nous avons aussi la faculté de vous proposer un service de gestion de la gouvernance, l'idée étant de vous dispenser d'avoir à gérer les convocations, les organisations des assemblées générales, etc., etc. Je poursuis. Pour finir, si vous avez un projet ou une ou plusieurs questions, évidemment, pour ce qui est des projets, nous avons un formulaire dédié que nous pouvons vous faire parvenir, et vous avez le lien hypertexte sur cette présentation que vous allez recevoir en suivant et sur lequel vous pourrez cliquer. Et ce formulaire, en fait, vous permet d'écrire les besoins que vous avez, de sorte que derrière, nous puissions rentrer directement en contact avec vous pour avancer quant à la définition de ce besoin et éventuellement sa mise en œuvre sur notre plateforme. Pour tout ce qui est d'ordre de questions et de compléments d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse courriel projet@enerfip.fr ou au 04 119 34 111. N'hésitez pas, nous sommes toujours disponibles. Et avant de vous quitter, je souhaitais, et il y aura peut-être aussi des questions subsidiaires, vous faire part des 2 prochains webinaires qui auront lieu sur 2 thématiques, là aussi utiles et intéressantes. D'abord, sur la thématique déconsolidation et acceptabilité, ce sera le mardi 13 avril prochain à 11h, toujours le même horaire. Et le 8 juin prochain, un webinaire sur le financement des projets en autoconsommation et en efficacité énergétique. On en a un peu parlé aujourd'hui, mais l'idée étant de rentrer un peu plus dans le détail dans le cadre de ce webinaire. Alors, il y a peut-être des questions. Non, ça m'a l'air d'être bon.
Est-ce que vous avez des questions subsidiaires ou non? Possibilité de recevoir la présentation PowerPoint en PDF. Oui, je vous ferai parvenir par mail la présentation en PDF, ce qui vous permettra notamment d'aller cliquer sur le lien hypertexte du formulaire dont je viens de vous parler si vous souhaitez déposer un projet. Une question, qu'est-ce que la déconsolidation? Alors, c'est en fait une pratique qui se réalise de plus en plus aujourd'hui, notamment pour des gros porteurs de projets, mais pas que. C'est que lorsque vous avez une multitude de sociétés-projets qui portent toutes un financement bancaire, une dette bancaire, eh bien, lorsque vous allez agréger et consolider l'ensemble de ces dettes, vous vous retrouvez avec un bilan consolidé qui s'explique, qui est tout à fait normal, mais qui, si vous êtes notamment sur les marchés boursiers, peut évoquer du négatif et jouer sur la valeur de votre action. Et donc, la déconsolidation, c'est le principe de conserver la propriété de ces actifs, mais en cédant une partie à un investisseur tiers. Donc, on parle vraiment du coup d'actionnariat pour le coup. Et ça consiste donc à, par exemple, céder 40, 50, 60% des parts de chaque SPV à un acteur donné. Et donc, ce faisant, à venir considérablement baisser au niveau consolidation le total de la dette que porte votre groupe. Voilà, donc c'est une dynamique que l'on observe de plus en plus chez certains acteurs et on a trouvé utile et important de faire un webinaire là-dessus parce que nous avons, avec des partenaires, développé vraiment une solution ad hoc pour cela qui, à notre avis, est très innovante et qui évite de passer par la solution un peu conventionnelle et parfois critiquée des fonds d'investissement ou des fonds institutionnels, où là, évidemment, comme toujours, ce sont des citoyens qui se substitueraient à ces institutionnels pour venir capter, acheter les parts sociales de ces sociétés-projets. Voilà. Pouvez-vous, s'il vous plaît, réexpliquer le principe de paiement des honoraires? Alors oui, je veux bien, évidemment. Donc les honoraires dont je vous ai parlé, c'est une seule fois, et c'est au moment de la réussite de la collecte. On est sur, nous, un success fee. Si on ne réussit pas la collecte, vous ne payez rien. C'est important de le savoir, et je vous remercie de poser la question. Donc si on part sur une collecte entre 4 et 8 millions, comme je le disais tout à l'heure, où on va facturer 1,5% d'honoraires, c'est une seule fois que vous les payez, c'est 1,5%, et c'est uniquement à la réussite de la collecte. Ensuite, si on est sur une maturité de 4 ans, vous aurez à payer les frais de gestion annuels qui sont de 0,3%. Mais malheureusement pour nous, je ne vous refacturerai pas 1,5% chaque année, c'est uniquement 0,3% de frais de gestion. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Si certaines et certains d'entre vous sont intéressés, en suivant, je peux vous faire une petite présentation d'Enerfip pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître. Donc, restez avec nous. Une question, comment s'inscrire au webinaire annoncé? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ce que je vais faire, c'est que dans le mail que je vais vous faire parvenir avec la dite présentation, je mettrai les liens vous permettant de vous inscrire à ces webinaires, si cela vous convient. OK. Donc, pour celles et ceux qui ne restent pas avec nous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre attention et pour le temps que vous avez passé avec nous et pour l'intérêt que vous portez à ces webinaires. Et je vous dis bien sûr à très bientôt sur la prochaine échéance qui aura lieu le 13 avril. Pour les autres, si vous le souhaitez, je vous invite à rester. Une petite présentation de 5-10 minutes sur Enerfip pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître et éventuellement poser des questions plus globales sur nos modes d'intervention. Donc Enerfip, je l'ai dit en amont, entreprise créée en septembre 2014, avec un timing plutôt bon, puisqu'un mois après, la loi qui encadre le financement participatif était promulguée. Ce qui est la jeunesse d'Enerfip et ce qui nous motive et nous anime au quotidien, c'est un peu pour vous donner à comprendre notre raison d'être, cette diapo que vous avez sous les yeux, c'est que à la base, nous sommes
4 cofondateurs et tous issus du milieu des énergies renouvelables. Pour ma part, j'ai été développeur de projets photovoltaïques chez Valeco, qui est un opérateur montpelliérain. Et on a toujours eu la certitude, la conviction, et je pense qu'on est nombreux à la partager, que, après tout, le vent, le soleil et l'eau, ce sont des biens communs. Quoi de plus normal, une fois qu'on a dit ça, que lorsqu'on vient exploiter ces ressources naturelles, eh bien, cette exploitation bénéficie directement aux citoyens et notamment à celles et ceux qui habitent sur le territoire directement concerné. Donc, je pense que là-dessus, il y a plutôt un consensus, évidemment, mais le préalable à tout cela, ou du moins ce qui est connexe, c'est cette absolue nécessité de la pédagogie, de faire monter en compétence les citoyennes et les citoyens, parce que autant les sondages montrent qu'ils sont en général très favorables aux énergies renouvelables, et pour autant on observe qu'il y a pas mal de frictions dans certaines énergies pour qu'elles se développent sur les territoires. Et si on prend un peu de raccourci, mais globalement, ces oppositions, elles naissent d'une méconnaissance sur les énergies renouvelables, et la méconnaissance souvent engendre la peur et donc le rejet. Et ce travail de pédagogie, il est à nos yeux essentiel. C'est vraiment une action au quotidien que nous réalisons. Nous avons 4 personnes en interne qui sont dédiées à cela, et donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de s'approprier les énergies renouvelables, leurs problématiques et comment elles se financent. Et donc voilà, ça c'est une part très importante de notre activité. Et l'autre aspect, c'est évidemment de répondre à une demande sociétale. De plus en plus, les gens veulent savoir où va leur argent, à quoi et à qui il va servir. Et c'est vrai que ce circuit court que propose une plateforme comme Enership répond très directement à cette attente. Nous proposons donc des financements sous forme de prêts, obligations simples ou convertibles, on l'a vu, en mini-bons ou en prêts classiques, mais aussi des collectes en actions. Nous en faisons de plus en plus, impulsés par notamment la Creux, qui a mis en œuvre des bonus qui s'obtiennent par le biais de collectes en action. Nous intervenons, ça vous l'avez compris, sur tout type d'énergie renouvelable et sur des projets qui peuvent être en phase de développement, en phase de construction ou même qui sont en phase d'exploitation. Sur les maturités, alors là j'ai mis un spectre moyen, 2 ans à 7 ans, mais vous avez vu que ça peut, selon les cas de figure, être bien moins que ça et voire être beaucoup plus que ça. Et sur les taux d'intérêt, on est autour de 4 à 7%, ça ne change pas, ce sont les dimensions du marché. Pour les collectes, nous allons, quand on est en dehors des financements qu'on a évoqués dans ce webinaire, sur des montants allant de 100 000 € à 8 millions d'euros, et le minimum d'investissement est à 10 € seulement. C'est important parce que notre credo, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout le monde, sans distinction, d'investir un peu de son épargne dans les énergies renouvelables, et c'est vrai que l'automatisation, le numérique nous permettent d'aller traiter des montants assez faibles d'investissement. Les enjeux que nous adressons, on l'a vu, j'ai parlé assez longuement des projets nécessitant un financement bridge, mezzanine, etc. Donc ça, c'est forcément une activité que l'on porte, et de plus en plus, mais également tout ce qui est lauréat creux de la Commission de régulation de l'énergie, où le besoin, la nécessité d'aller chercher ce bonus a considérablement développé notre activité. C'est évidemment un gros secteur pour nous aujourd'hui, et bien sûr tout ce qui est complément de fonds propres, ça on l'a vu ensemble, hein, c'est aussi extrêmement dynamique. On a une autre approche, vous vous en doutez, j'en ai un petit peu parlé en introduction, c'est tout ce qui est relatif à l'acceptabilité, à l'intégration territoriale du projet, où le porteur de projet n'a pas forcément besoin de fonds propres, mais se retrouve face à des élus, des citoyens qui, quelque part, disent d'une autre manière ce que je vous ai présenté il y a quelques slides. Ok, nous on est tout à fait d'accord pour que vous veniez développer ce projet sur notre territoire, mais on vous propose de partager un petit peu le gâteau avec nous et de nous permettre d'investir sur ce projet. Alors, oui, vous parlez d'investissement mine à 100 000 €, quand tout à l'heure vous parliez à 500 000 €. Non, c'est pas le CAPEX qui est évoqué, c'est bien le montant de la collecte. Alors pourquoi il y a un différentiel? C'est que sur les projets où il s'agissait de financer des bridges, des mezzanines, etc., on a bien ce seuil minimum de montant à collecter de 500 000 € et on ne va pas en dessous parce que les frais de structuration font qu'on ne peut pas aller, Enership, plus bas que cela, alors que sur des collectes en acceptabilité, en intégration territoriale, on va aller sur des seuils plus restreints, jusqu'à 100 000 €. Pourquoi? Parce que typiquement, sur un projet éolien
pour le compte duquel il va s'agir de financer un man-mesure et des études écologiques, eh bien, c'est important d'être capable d'aller sur des seuils de montant plus restreints. Mais pourquoi ça reste rentable et intéressant pour nous, c'est que eh bien, les frais, les honoraires sont plus importants parce qu'il y a un travail plus conséquent en termes de communication, etc. notamment. Donc, voilà, tout ça fait qu'on peut aller sur des seuils plus bas pour des collectes qui sont en dehors des sujets de bridge ou de mezzanine. Donc voilà, et évidemment, le financement participatif est aussi l'occasion pour vous de faire parler de votre projet plus largement, mais aussi de mettre en lumière votre entreprise et votre groupe. Ça, c'est une certitude. Donc, un autre aspect, c'est un peu une synthèse de tout ce que je vous ai dit depuis 50 minutes. On a vraiment une approche complète, clé en main, pour rendre le financement participatif facile pour vous, porteurs de projet. Votre travail, c'est de développer, construire, exploiter des centrales, et au moins vous passez de temps sur tout ce qui est connexe, au mieux c'est. Donc, on a vraiment cette sensibilité-là pour avoir été à votre place. Et donc, voilà, notre service va bien de l'aspect pré-collecte jusqu'au post-collecte, avec la gestion exhaustive, ce que j'ai expliqué un peu dans le détail, de toutes les échéances, et de sorte que vous avez, entre guillemets, à suivre les rails avec nous pour mettre en place votre financement. Je finis avec une petite précision sur les frais et la fiscalité qui s'appliquent. Donc, pour les investisseurs, et uniquement pour eux, Enerfip est gratuit à tout moment. Quand ils investissent, quand ils perçoivent leur remboursement ou le versement de leurs intérêts, ils n'ont pas de frais. Ça, c'était un point très important pour nous quand on a créé Enerfip. Et sur l'imposition, eh bien, c'est ce qu'on appelle en mauvais français la flat tax, ou le prélèvement forfaitaire unique qui s'applique, qui totalise un pourcentage de 30%, avec 17,2% à l'intérieur relatif à la CSG-CRDS et 12,8% relatif à l'impôt forfaitaire sur le revenu. Et donc, comme je vous l'expliquais, en général, pour la plupart des investisseurs, ce prélèvement se fait à la source, les gens perçoivent le net, et nous nous occupons de verser la dimension fiscalisée aux impôts et de leur faire parvenir aussi les déclarations fiscales afférentes. Voilà, ça c'est un extrait non exhaustif des entreprises avec qui nous travaillons et qui nous font confiance et qui nous ont permis d'arriver à là où nous en sommes aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais Enerfip est aujourd'hui numéro 1 de son secteur sur l'exercice 2020. Et donc voilà, c'est une étape, c'est pas du tout un accomplissement, mais en tout cas, cela donne à voir le chemin parcouru et surtout la capacité aujourd'hui du financement participatif à intervenir de plus en plus largement sur des secteurs de plus en plus divers au sein de la transition énergétique et d'apporter des services, je dirais, toujours plus complets aux porteurs des projets, que vous êtes. Une dernière question. L'imposition est-elle la même lorsque l'investisseur est une personne morale ? Alors, sur l'imposition des personnes morales, peut-être Sébastien, si tu veux compléter, c'est en fait exactement l'imposition que vous avez sur votre entreprise dans le cadre des placements financiers que vous pouvez réaliser. Et donc, ces fonctions de votre résultat comptable. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est ça qui s'applique. Oui, c'est fonction du résultat fiscal non comptable. Oui. Mais c'est ça, avec des petites différences selon les investissements. Par exemple, sur un investissement en actions significatif, il peut y avoir bénéfice du régime Murphy qui fait que l'imposition est réduite fortement. Bon, voilà, il y a des petits ajustements comme ça, mais globalement, c'est ce que Julien a dit. En tout cas, si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel ou en nous appelant sur cette thématique. Sébastien fait partie des personnes ô combien compétentes dans l'équipe sur les questions fiscales. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, c'est avec plaisir qu'on y répondra. J'en ai fini. Je vous remercie encore une fois d'être resté aussi longtemps avec nous, à nos côtés. J'espère que
Ce webinaire a été instructif, que cela vous aura permis d'un peu mieux nous connaître éventuellement. Et Sébastien et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire que vous pourrez diffuser autant que de besoin, bien évidemment. Et je vous ferai suivre la dite présentation en PDF, ainsi que les liens d'inscription au prochain webinaire. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et très belle journée à vous. À bientôt.